Salut à tous. Cette semaine, c'est la rentrée scolaire, et il y a quelques jours, je regardais une vidéo de Science étonnante sur les méthodes d'apprentissage, afin d'être plus performant lors de ces apprentissages. Cette vidéo est très générique, elle dure une demi-heure, ce qui est déjà bien, elle est très bien. Je vous invite très fortement à aller la voir, puisque je vais me baser sur elle, et que je ne vais pas forcément répéter ce qu'il a dit. C'est très bien dit, je ne ferai pas mieux. Par contre, comme c'est une vidéo d'une demi-heure, il manque pas mal de choses, forcément. La formation initiale des enseignants en France, c'est 1 an à l'IUFM, et puis ensuite 1 an d'encadrement sur le terrain. Et croyez-moi, c'est le minimum requis pour commencer correctement ce métier. Donc, c'est pas en une vidéo d'une demi-heure, ni même celle que je vais faire moi, où on pourra être exhaustif, extrêmement précis sur tout ça. Le but avoué de cette vidéo, c'est de vous donner des billes pour des élèves jusqu'au début du collège, 6e à peu près, particulièrement du premier degré donc, puisque c'est là où j'ai le gros de mon expérience. J'ai enseigné 15 ans en premier degré avant de démissionner, donc sur des enfants plutôt jeunes. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Science étonnante met un accent assez fort sur la mémorisation et sur les méthodes de renforcement de la mémorisation, et je ne peux qu'être d'accord avec lui. La mémorisation, c'est la base de tout. Sans elle, il n'y a pas d'apprentissage possible. Si vous n'avez pas une mémoire qui fonctionne suffisamment bien pour à la fois mémoriser de la connaissance, mais aussi mémoriser des méthodes, mémoriser des raisonnements, et pouvoir remobiliser ensuite toutes ces connaissances-là, ça doit être dans votre tête. Donc, la mémoire, c'est un muscle. N'ayez pas peur de l'entraîner, et plus vous l'entraînez, plus elle sera efficace, plus elle sera performante. Au début des années 2000, quand je suis rentré dans l'éducation nationale, fin même 90, on n'avait pas autant d'études que maintenant, même s'il y en avait quand même une bonne partie. Et notamment au début des années 2000, il y a un homme en particulier qui s'appelle Eric Kandel, qui a eu un prix Nobel pour ses travaux justement sur les mécanismes physiologiques des apprentissages au niveau du cerveau des mammifères et surtout des humains, bien sûr. Donc, je me suis beaucoup basé sur ses études à lui. Et je dois avouer que, avec l'expérience, j'ai pas été déçu. Alors, je vous présente quand même Eric Kandel. Sa page Wikipédia est assez succincte, mais elle est assez significative quand même. Si on regarde, je vous laisserai la lire, hein, Eric Kandel, donc si on regarde ne serait-ce que les distinctions qu'il a eues, vous en avez toute une liste. Et on voit qu'en 2000, donc, il a eu son prix Nobel de physiologie ou de médecine avec Arvid Carlsson et Paul Greengard. Ce sont des travaux, donc lui c'est un neurobiologiste. Il a aussi une casquette de psychologue, mais c'est surtout un neurobiologiste et c'est un chercheur comme on n'en fait plus. Voilà. Donc, je vous invite un peu à regarder aussi sa vie et ses ouvrages. C'était, en plus d'être un super scientifique, c'était un humain assez incroyable, un des rares scientifiques à pas avoir un melon démesuré et à redonner en fait aux stagiaires et aux assistants le mérite qu'il mérite justement lors des découvertes. Très intéressant cet homme, je vous conseille vraiment de vous renseigner dessus. Ce que Kandel a montré, c'est que premièrement, le cerveau des enfants est surcablé. Pour faire simple, ils ont un immense tableau Excel qui est prêt dans leur tête, qui est vierge et qui n'a plus qu'à remplir de connaissances. Je dis tout le temps que les enfants sont des machines à apprendre, on s'en est tous aperçus, tous les parents le savent, et en plus les enfants ont envie d'apprendre à la base. Kandel a montré une chose, c'est que pendant toute la période de l'enfance, notre cerveau, il est prêt à recevoir énormément d'informations, il a tout le câblage qui est prêt pour, et que si on ne l'utilise pas, quand on arrive à l'âge adulte, il va élaguer et réduire la quantité de câblage disponible vierge. Alors on en a bien évidemment encore, puisqu'on continue à apprendre toute notre vie. Nos neurones ne sont pas éternels, ils ont la capacité de se reproduire et de transmettre l'information. Mais on sait tous qu'une fois qu'on devient adulte, c'est un peu plus compliqué de mémoriser. En vrai, c'est pas que physiologique, hein, il y a d'autres mécanismes qui sont en jeu. Donc la première chose qu'a montré Kandel, c'est ça, c'est que le cerveau des enfants est surcablé et que plus on va les alimenter, plus ils vont stocker d'informations, plus ils vont pratiquer ces informations, plus ils vont les garder longtemps. La deuxième chose qu'a montré Kandel, c'est que pour que les neurones puissent recréer facilement des connexions, des nouvelles connexions,
Une des hormones qui est en jeu dans le processus, c'est la dopamine. C'est ce qui est utilisé dans le circuit de récompense. Et ce que ça signifie en fait physiologiquement, c'est qu'il faut prendre du plaisir à l'apprentissage. Alors ça, les enseignants le savent depuis des siècles, de manière empirique, mais on le sait tous aussi à travers nos propres apprentissages, que quand on aime une matière ou qu'on aime un sujet, on va avoir tendance à y passer d'abord plus de temps, mais aussi le plaisir qu'on y prend va favoriser la mémorisation et l'apprentissage. Bon alors concrètement, comment ça va se passer? Je pars du principe que vous avez vu la vidéo de Science Étonnante et que vous êtes donc à l'aise avec le principe de répétition, de mémorisation qu'il expose, notamment sur les différentes mémoires, mémoire de travail, mémoire à long terme. Les différents types de mémoire peuvent s'entraîner de manière séparée, même si globalement elles sont quand même très liées. Mais, et attention, je nuance le truc, le modèle mémoire de travail, mémoire à long terme, c'est une manière simple de représenter quelque chose de complexe. On est d'accord qu'on n'a pas deux grandes cases dans notre cerveau et que c'est pas cloisonné comme ça, hein. Voilà. Je réponds aussi tout de suite à une opposition, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ce sont des choses que j'ai entendues depuis très longtemps, qui disent que on n'est pas juste là pour apprendre par cœur des choses et que l'école a tendance à favoriser ça. Oui, c'est vrai, mais si vous n'avez pas la connaissance, vous ne pouvez pas réfléchir. Je m'explique. Je fais une analogie. Vous prenez un ordinateur hyper puissant avec le gros processeur qu'il faut, avec tout ce qui va bien. Il a le système d'exploitation, les programmes qui vont bien, mais il n'a pas les bases de données. Ben, en fait, il ne sert à rien. Vous pouvez avoir la capacité de réfléchir à la vitesse grand V, d'être le plus intelligent de la planète. Si vous n'avez pas les connaissances à traiter, ben, en fait, vous ne servez à rien. Et le cerveau, sa puissance ne sert à rien. Donc, on a besoin de ces connaissances d'abord pour apprendre, pour ensuite pouvoir les mobiliser, les exploiter en interne. Ça ne suffit pas d'utiliser Wikipédia ou Internet pour chercher les connaissances dont on a besoin. On doit en avoir dans notre tête pour pouvoir traiter ces informations-là. D'où l'importance de la mémorisation. Quand j'étais enseignant, c'était un énorme axe de ma pédagogie, la mémorisation. À partir du CP, sur les niveaux, alors j'ai eu beaucoup de cycle 3, moi plutôt des CM, je leur imposais ce que j'appelais un contrôle continu qui contenait tous les matins une table de multiplication, du vocabulaire, des problèmes à résoudre, des choses à apprendre par cœur et à réécrire, ce qui me permettait à la fois d'entraîner la mémorisation du vocabulaire, du français, etc., de vérifier aussi l'orthographe au passage. Je le faisais sous forme d'autodictée, ça prenait un quart d'heure à une demi-heure à peu près chaque jour. Chaque élève avait une feuille de route pour la semaine dans laquelle il y avait son plan de travail. Les élèves décidaient eux-mêmes du niveau de difficulté qu'ils choisissaient, de façon à ce qu'ils soient en réussite. Car l'idée de ce processus-là, c'était pas de sanctionner les gamins qui faisaient pas leur travail à la maison, c'était qu'ils soient tous capables de le faire. Donc, avec une charge de travail très réduite pour les élèves les plus en difficulté, et une charge de travail beaucoup plus lourde pour les élèves qui étaient à l'aise. Comme ça, tout le monde avait à manger. Et je répète, l'idée, c'est que les gamins soient en réussite dans l'apprentissage. L'échec a son importance, hein, bien évidemment. Il ne faut pas le nier. Mais dans ce cadre-là, dans le cadre de l'entraînement, il y a un moment donné où il faut qu'il soit en réussite pour qu'il y ait une revalorisation de l'image de l'élève. Si on explique à un gamin qu'il est con toute la journée et qu'il n'est pas capable d'apprendre et qu'on gueule dessus, il n'apprendra rien. Voilà. C'est le principe. Je vais faire une petite parenthèse et vous parler d'abord de l'effet Pygmalion. Le principe, c'est que en tant qu'enseignant ou parent, on a une image de l'enfant ou de l'élève qu'on a en face de nous. Cette image, de manière totalement inconsciente, va se transférer avec le temps. Je m'explique. Si vous avez une vision dégradée de l'élève que vous avez en face, que vous partez du principe, dans votre tête, il n'est pas capable d'apprendre ce que vous êtes en train de lui transmettre, ou du moins qu'il ne va pas s'en sortir. Malgré l'apparente bienveillance que vous pouvez avoir, inconsciemment, vous allez transférer cette image-là. De la même façon, si vous avez une image qui est positive, même si elle n'est pas vraie, qui est positive de l'élève en question, encore une fois, quel que soit votre comportement, de manière inconsciente, vous allez transférer cette image-là. Donc, l'effet Pygmalion, c'est un effet qui est mesuré, qui est effectif, et auquel il faut faire extrêmement attention. Et un peu comme les biais, ça ne suffit pas de le savoir, parce qu'on tombe quand même dedans. Il faut faire attention, finalement, à la manière dont on voit
l'élève, dont on perçoit l'élève, et cette image-là. Et je me forçais, en tant qu'enseignant à l'époque, à avoir une image positive de mes élèves, justement pour essayer de leur transmettre ça et les encourager en réalité. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était sur les méthodes d'apprentissage. Il n'y en a pas 50. En gros, pour transmettre de l'apprentissage, il y a 3 grandes méthodes. La méthode transmissive, c'est-à-dire le prof sait, il explique, les élèves écoutent et mémorisent, du moins ça c'est sur le papier. La deuxième méthode, c'est le behaviorisme, c'est-à-dire on part d'une base un peu de transmissif, on va donner un ensemble d'outils aux élèves de façon à qu'ils essayent de les comprendre, et ensuite on va donner une série d'activités, de paliers de difficultés différentes et croissantes, pour que les élèves mettent en application les outils qu'on leur a donnés. La troisième méthode d'apprentissage, c'est le constructivisme, c'est-à-dire qu'on va donner un ensemble d'outils ou pas à l'élève. Par contre, on lui donne une situation de problème qui est cadrée, qui est définie, et c'est à l'élève d'essayer de trouver quels sont les bons outils et quelles sont les bonnes méthodes pour arriver à résoudre ce problème-là. Le constructivisme, c'est une façon de transmettre qui est chronophage, qui prend du temps, mais qui a un gros avantage, c'est que dans certaines matières, elle permet un meilleur apprentissage et une meilleure fixation de la connaissance. Elle n'est pas adaptée, d'ailleurs chacune de ces 3 pédagogies n'est pas adaptée en fonction de la matière, c'est pas valable pour tout, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une boîte à outils et d'utiliser les bons outils au bon moment, y compris au sein même d'une même séance. On ne peut pas alterner du transmissif, du behaviorisme et du constructivisme au sein de la même séance en 1 heure, ça c'est pas le souci. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, vous retomberez dans les méthodes d'apprentissage dans ces 3 cas-là. Attention au constructivisme, c'est une méthode qui fait briller les yeux, mais qui n'est pas forcément efficace, comme je l'ai dit, selon les matières. Elle est beaucoup utilisée dans les pédagogies freinées, Montessori, etc. Mais ce n'est pas la panacée et ce n'est certainement pas la seule. D'accord, avoir un cadre plutôt lâche pour que les enfants puissent construire eux-mêmes leurs apprentissages, décider plein de choses, etc. Je suis d'accord avec le principe, mais c'est pas forcément efficace. Je donne un exemple, dans le cas des tables de multiplication, il n'y a pas à tourner autour du pot, il suffit de les apprendre. Donc le transmissif fonctionne très bien dans ce cadre-là. Si vous faites de l'informatique, par contre, le constructivisme sera beaucoup plus efficace. Ça ne sert à rien d'expliquer à quelqu'un de manière abstraite comment utiliser une souris ou un ordinateur. Il faut qu'il le pratique, il faut qu'il galère, il faut qu'il ait des erreurs et qu'il progresse grâce à ça. Voilà, je referme cette parenthèse. La chose que n'a pas du tout abordé Science Étonnante dans sa vidéo, c'est le côté émotionnel et psychologique, je dirais, de l'apprentissage. Encore une fois, sur 30 minutes, il ne peut pas aborder tous les sujets. Donc je vais en toucher 2 mots. Maintenant, les enfants sont des sacs d'émotions. Ils n'ont pas appris à les contrôler, ils n'ont pas appris à les gérer, ils ne font que les ressentir et la plupart du temps, ils se font envahir par les émotions. Même des adultes d'ailleurs, ça arrive. Ce qui est important à retenir, c'est qu'un enfant qui n'est pas dans un état d'esprit émotionnel qui est propice à l'apprentissage apprendra mal. Si tous les soirs, quand vous arrivez au moment de faire les devoirs, c'est une crise, il y a des disputes, il y a des engueulades, c'est même pas la peine. L'apprentissage sera extrêmement peu efficace. Donc, tout le cœur va être d'arriver à trouver des systèmes pour que le gamin prenne plaisir à faire ses devoirs à la maison. Car oui, il faut des devoirs à la maison. N'en déplaise à plein de gens qui sont contre. Après, je ne dis pas qu'il faut y passer des heures. Je disais toujours à mes familles, le travail que je donne à faire, c'est du travail d'apprentissage uniquement, il n'y a pas de travail écrit. Et il doit être fait en 20 minutes. Si ça doit dépasser 20 minutes, il y a un problème, arrêtez. À ce moment-là, c'est qu'il y a un problème, ça ne sert à rien de continuer. Le travail doit être calé sur 20 minutes, pas plus. Donc, pour aider, pour faciliter, faites-le sous forme de jeu, tout simplement. Tous les mammifères jouent, tous. C'est parce que le jeu est au cœur de l'apprentissage, y compris chez les humains. Et le jeu, c'est pas simplement un truc futile, ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant. Concrètement, si je reprends la vidéo de Science Étonnante, il parle de remobilisation espacée avec des durées qui sont de plus en plus longues et qu'on réactive en fait la mémoire de manière régulière et espacée. Et il parle aussi d'un jeu de fiches qui permet de se tester soi-même. Effectivement, comme il le dit, c'est une méthode qui est extrêmement efficace. Le fait déjà d'écrire
pour les plus grands, par exemple, quand on rentre le soir, simplement d'essayer de se souvenir et de lister ce qu'on a appris dans les séances de la journée. Maintenant, en le créant sous forme de jeu, par exemple, je vais prendre l'exemple des tables de multiplication, vous pouvez vous fabriquer des cartes type Trivial Poursuite, vous pouvez modifier en fait vos jeux de société que vous avez à la maison pour en faire des jeux d'apprentissage et y jouer avec votre enfant. Du coup, vous créez par exemple pour les tables de multiplication une carte simplement avec d'un côté la multiplication à faire et de l'autre le résultat. Vous faites ça sous forme de jeu et les cartes sont exploitables dans les deux sens. C'est-à-dire que partir de la multiplication pour donner le résultat, puis partir du résultat pour donner les multiplications possibles. Donc, travailler ça sous forme de jeu, c'est tout à fait possible, c'est assez facile, ça demande un peu de préparation que vous pouvez faire avec votre enfant. Il sera ravi en plus de fabriquer des cartes, de les dessiner, de les rendre jolies, en plus de les rendre utiles, ce qui permettra aussi de développer les capacités graphiques, tout ce qui est motricité fine selon son âge, sa capacité d'art plastique aussi, sa création, ce qu'il a envie de faire des dessins, ce genre de choses. Donc encore une fois, en une seule activité, vous allez travailler plusieurs choses. Donc pour conclure, le jeu, servez-vous-en à outrance. Il faut bien le cadrer, il faut bien l'encadrer, mais c'est un outil extrêmement puissant qui est réellement utile dans le cadre des apprentissages pour les enfants, et même d'ailleurs pour les adultes selon les sujets. Ce qui m'amène par maintenant à la transversalité. Science Étonnante en parle sur la fin de sa vidéo, où il explique que notamment en physique, c'est plus intéressant d'étudier un ensemble de chapitres, un petit peu chacun, plutôt que de se concentrer des heures sur un seul, afin de créer les liens de connaissances, etc. Mais pas que. La transversalité, c'est quelque chose qui est au cœur des apprentissages maintenant depuis longtemps. Beaucoup d'enseignants y résistent encore parce qu'ils n'ont pas compris l'intérêt, parce que les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Mais la transversalité, c'est quelque chose de super important. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le principe de pouvoir transférer des compétences ou des connaissances d'un domaine à un autre. Et je vais vous donner un exemple avec la musique. Je vous invite fortement, si vos enfants bien sûr sont d'accord et qu'ils ont envie de le faire, on ne va pas le faire sous la contrainte, mais de les inscrire à des apprentissages de musique, à apprendre un instrument de musique. Vous en avez par exemple une guitare, c'est un instrument pas cher, qui est facile à trouver, qui est très commun. Il y a des profs de guitare un peu partout. Donc, par exemple, la guitare, c'est un moyen facile et pas cher d'entrer dans la musique. Pourquoi la musique? Parce que parmi tous les arts qui existent, c'est le seul qui est aussi complet. La musique permet de travailler la tête parce qu'il y a besoin de théorie. Il y a besoin de réfléchir rapidement en temps réel. Bien évidemment, quand on apprend la musique, même s'il y en a qui sont contre, c'est carrément mieux d'apprendre le solfège et la théorie musicale qui va avec. Quand on apprend une langue, c'est bien aussi d'apprendre sa grammaire. Donc, sans que ce soit une contrainte, parce qu'on apprend tous à lire et à écrire, et le solfège, c'est pas si compliqué à apprendre, c'est encore une fois qu'une question de méthode. Donc, quand on a besoin de lire une partition en jouant, c'est-à-dire qu'on est en train de faire une lecture, de faire une traduction de ce qui est écrit sur du papier pour le restituer en temps réel. Donc, au niveau cognitif, le cerveau travaille beaucoup. Ensuite, c'est un art qui est aussi physique, puisqu'il faut jouer de l'instrument, donc travailler sa dextérité, sa motricité fine. Il faut être capable de faire plusieurs choses en même temps, lire la musique, jouer l'instrument, écouter les autres quand on joue en groupe, être conscient de son environnement, et quand on est sur scène, quand même arriver à repérer la petite blonde au premier rang à qui on va aller offrir un verre après le concert. Ça permet de travailler la mémorisation, puisqu'il faut se souvenir des morceaux, mais pas que. Il faut aussi se souvenir des règles, si on fait de la musique improvisée, par exemple dans le jazz, etc., etc., etc. Et il y a eu pas mal d'études qui ont été menées justement sur l'impact des arts sur les apprentissages, et notamment la musique est celui qui a le plus d'effets positifs sur les apprentissages des enfants. Et comme j'ai quand même une chaîne politique et qui n'est pas dédiée à la pédagogie, je vais quand même mettre un petit tacle aux politiques qui, d'après leurs propos au niveau des médias, expliquent tout le temps qu'il faut faire des maths et de la physique et supprimer le reste qui est inutile. C'est stupide. Ce sont des gens qui n'ont pas les connaissances en pédagogie, ce sont des gens qui n'ont pas les connaissances en didactique, qui se permettent de parler puisque les politiques sont censés être omniscients et omnipotents, et qui racontent énormément de conneries. Voilà. Donc, dans les apprentissages, non, il ne faut pas supprimer la musique, il ne faut pas supprimer le dessin, il ne faut pas supprimer les arts. Au contraire, ça permet de mieux appréhender et de mieux renforcer les apprentissages des méthodes, des matières fondamentales.
Je reviens sur les durées de travail. Science étonnante le précise plusieurs fois qu'il vaut mieux travailler de manière morcelée que de manière concentrée, et je suis d'accord avec lui, notamment, encore une fois, dans le cadre de la musique, c'est beaucoup plus efficace de travailler son instrument 5 minutes par jour que 1 heure par semaine juste avant le cours. Le mieux, bien évidemment, étant de travailler l'instrument 1 heure par jour. Mais bon, je pense que votre but, ou le but des gamins n'est pas forcément de devenir un musicien professionnel. Sachant qu'un musicien professionnel, à un niveau international, c'est 6 heures par jour d'instrument, de travail, hein, pas de jeu. Donc, il vaut mieux travailler de manière morcelée que de manière concentrée. On a tous ressenti la limite de notre capacité de concentration quand on reste longtemps concentré sur une tâche. Partez du principe qu'un enfant de 7 ans, en gros, il a 5 minutes de concentration effective sur une tâche. Donc, c'est pas beaucoup. Et que ça grandit, bien évidemment, avec le temps, avec l'apprentissage et avec l'âge. En tant qu'adulte, on est capable de rester 1 demi-heure, 1 heure concentré sur une tâche. Cela dit, on a tous atteint déjà la limite de notre concentration. Vous savez, cette sensation de tête un peu qui tourne, de cerveau qui chauffe, ce genre de choses, ces sensations un peu bizarres. Et on sait qu'à ce moment-là, on n'est plus capable d'apprendre. Donc, quand avec votre enfant, vous êtes à un moment de crise où il n'y arrive plus, qui bloque, etc., il n'a pas forcément les mots non plus pour pouvoir décrire son état et dire ce qu'il ressent à ce moment-là. Ça ne sert à rien d'insister, vous allez perdre du temps. L'apprentissage ne sera pas efficace. Il vaut mieux faire une pause, aller faire autre chose, prendre la douche, goûter, j'en sais rien, et puis revenir 1 heure plus tard sur l'activité pour terminer, si c'est nécessaire de la terminer ce jour-là. Le mieux étant, encore une fois, d'organiser le travail sur la semaine. Donc c'est quand même bien d'avoir des enseignants qui donnent le planning de travail de la semaine plutôt que du jour au lendemain, ce qui est beaucoup moins facile pour l'organisation des familles. Un autre sujet qu'aborde Science étonnante qui est très intéressant, il appelle ça l'enseignement. Il dit qu'il voit l'intérêt du truc quand il construit ses vidéos. Dans le premier degré, on appelle ça le tutorat. C'est une méthode qu'on utilise énormément. C'est-à-dire, le principe, c'est d'utiliser un élève ou plusieurs élèves pour expliquer à d'autres élèves qui n'ont pas compris. L'idée, c'est pas de prendre le meilleur de la classe pour qu'il explique à celui qui a rien compris. L'idée, c'est de prendre des enfants qui sont justement sur la limite et qu'ils l'expliquent aux autres. Et ça a plusieurs avantages. Non seulement ça renforce la compréhension de celui qui enseigne, mais en plus, ça aide beaucoup celui qui reçoit l'enseignement. À plusieurs niveaux. Il y a le côté émotionnel. Vous le savez, au sein des familles, c'est des fois très compliqué d'arriver à passer du temps à apprendre à son gamin, ne serait-ce que par le lien affectif qu'il peut y avoir. Le fait qu'on peut être, en tant qu'adulte, à saturation le soir, on est fatigué aussi, on a une humeur qui est moins régulière, on peut être frustré, se mettre en colère, etc. parce que le gamin n'y arrive pas. Ça n'arrivera pas avec un autre enfant. Donc si vous avez des fratries à la maison, rien n'empêche d'utiliser le grand frère ou la grande sœur pour qu'il explique au plus petit. Dans le cadre de la classe, c'est particulièrement intéressant puisqu'en plus, les enfants utilisent un vocabulaire qui leur est propre. Ce vocabulaire-là, la façon d'expliquer la chose, ça sera une façon qu'un enfant pourra mieux recevoir. Je vous donne un exemple. Quand j'étais en maternelle, notamment, j'ai vu un nombre de fois incalculable ce genre de situation où vous avez des gamins de 2 ans et demi, 3 ans qui n'ont pas encore le langage ou un langage très succinct et tous les gamins arrivent à communiquer entre eux, même si c'est par des onomatopées ou des choses des fois que nous, en tant qu'adultes, on ne comprend pas, alors que les autres enfants, eux, le comprennent. Un dernier point que je voudrais aborder sur l'organisation du travail, toujours dans la vidéo de Science étonnante, il en touche un petit peu de mots avant. Ça c'est intuitif, c'est de l'empirique, c'est de l'expérience de terrain. Je ne sais absolument pas si scientifiquement ça a pu être mesuré au niveau de l'impact, mais j'ai toujours pensé qu'il y avait un côté positif à simplement relire les cours de la journée rapidement, très rapidement, avant de s'endormir. En tout cas, relire les choses qu'on veut conserver dans sa mémoire juste avant le sommeil. J'ai l'intuition, alors encore une fois, c'est pas appuyé sur des études, mais que la nuit, notre cerveau trie les informations de la journée et efface les expériences qui ne sont pas pertinentes pour lui, et relire les choses qu'on veut garder en tête juste avant de s'endormir. J'ai tendance à penser que ça favorise le fait que notre cerveau mette en avant ce genre d'informations, les informations qu'on vient de lui donner juste avant le sommeil, qu'il les mette en avant dans la conservation et qu'il va moins les effacer en fait durant le processus de tri de la nuit. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, sinon ça va durer des heures et des heures, je peux en parler pendant des heures.
Je vais conclure en rappelant simplement les points les plus importants à mon sens. C'est de morceler le travail d'apprentissage, donc de l'étaler sur le temps, dans le temps et de manière cohérente. Donc là-dessus, sur ces méthodes plus techniques, je vous renvoie sur la vidéo de Science Étonnante. C'est au niveau émotionnel d'éviter au maximum de rentrer dans le conflit et de façon à ce que l'enfant ne soit pas saturé par l'émotion mais soit réellement disponible pour l'apprentissage. Et le meilleur moyen, c'est de passer par le jeu, de passer par l'humour. On a le droit de rire aussi avec nos enfants, même quand on travaille. D'ailleurs, on a le droit de rire au travail, hein. Ça aussi, il faut arrêter ces images du sérieux, machin. Non, on peut travailler sérieusement en étant détendu et en plaisantant. C'est de faire attention à sa posture et à la façon dont on appréhende l'apprentissage et de ne pas hésiter à utiliser tous les outils disponibles pour améliorer les apprentissages. Et pour finir, faites faire de la musique si c'est possible financièrement et au niveau du temps, et bien évidemment s'ils le veulent. Inscrivez vos enfants à la musique, faites-les pratiquer un instrument. Avec la théorie musicale, c'est important. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bonne chance. Il y a des millions d'enfants, des milliards d'enfants qui ont appris sans problème. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas pour les vôtres. Merci d'avoir écouté jusqu'ici si vous êtes encore là. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à la liker, tout ça pour favoriser l'algorithme. Merci encore et je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet.